Quelqu'un a dit un jour que Dieu a créé cet endroit pour se reposer le 8e jour, après sa semaine consacrée à la création de notre monde. Il y a de cela, mais c'est un lieu qui a une histoire chargée. Et le peuplement complexe de la région s'explique ainsi. Dans le nord-est de la Pologne, dans la région de Warmie et Mazurie, plus de 2000 lacs entremêlés de denses forêts offrent un cadre paisible et préservé. On en oublierait presque que ce lieu hors du temps est le fruit d'une histoire aussi tortueuse que sa géographie. Au carrefour des grandes puissances du centre de l'Europe, ce territoire s'est retrouvé au fil des siècles au cœur des brassages et conflits qui ont façonné son identité complexe. Un destin tragique pour cette région ballottée entre la Pologne et l'Allemagne. À l'origine de cette identité, la lente colonisation du territoire par un peuple balte, les Borusses. Ces tribus tirent parti de ce paysage de moraines et de lacs légués plusieurs milliers d'années auparavant par la fonte des glaces. Les premiers pas des peuples baltes en Mazurie remontent à peu près au VIe siècle avant notre ère avec l'arrivée des Borusses. Le trait caractéristique de leurs habitations est qu'elles sont regroupées sur des lieux naturellement faciles à défendre. Il s'agit de colonies, des sortes de mini-villages, implantés le plus souvent sur des buttes. À côté de ces petites installations partiellement gagnées sur l'eau, les Borusses s'implantent également au cœur des forêts. Ils vivent ainsi pendant des siècles, protégés par cette nature, composée de plaines marécageuses et de forêts denses à laquelle ils vouent un culte. Ils sont parmi les derniers peuples christianisés en Europe. Le bosquet sacré, comme son nom l'indique, était un site sacré pour les Borusses. Le sang ne pouvait être versé dans ces lieux d'asile. N'importe qui pouvait s'y réfugier. Un bosquet sacré pouvait n'être composé que d'un seul arbre ayant une forme fantastique. Les Borusses croyaient que les arbres ayant des branches étranges, particulièrement entremêlées par exemple, étaient l'émanation d'une divinité. Les lieux où ils se situaient devenaient sacrés. Au XIIIe siècle, le royaume de Pologne cherche à soumettre ses païens résistants. Il fait appel aux chevaliers teutoniques, des communautés germaniques de moines militaires. Les Borusses sont décimés. Les moines militaires détruisent les bosquets sacrés et font ériger des églises. L'église de Chesno est un bon exemple des bouleversements religieux qui ont eu lieu dans la région. Au tout début, les personnes qui priaient dans ce temple étaient les ancêtres des Borusses, qui ont été christianisés par les chevaliers teutoniques. Ils ont alors dû abandonner leurs croyances païennes pour commencer à prier en latin. 2 siècles plus tard, cette église est l'une des premières de Pologne à accueillir le culte protestant. La région est confiée à un neveu du roi de Pologne, le duc Albert de Brandebourg-Ansbach, qui s'est converti au protestantisme sous l'influence de Luther. Alors que l'Europe se déchire sur fond de guerre de religion, le roi tolère cet État protestant, le premier d'Europe.
En plaisantant, nous pouvons dire que tous les catholiques du territoire deviennent, du jour au lendemain, des protestants. Et évidemment, les églises catholiques deviennent des temples évangéliques. On peut dire qu'il s'agissait d'une véritable expérimentation politico-socio-religieuse initiée par les rois polonais. Si l'on compare avec ce qui se passe alors en Europe occidentale, ici, il n'y a ni trouble religieux majeur, ni guerre. La population rurale, majoritairement polonaise qui fréquente cette église, vit dans des fermes disséminées dans la région. Il ne reste que quelques traces de ces anciennes maisons paysannes, conservées dans les collections en plein air des musées régionaux. Cette paysannerie exploite le sol pour le compte d'une noblesse en grande partie germanique. De jeunes seigneurs mercenaires arrivés dans la région pour combattre aux côtés des chevaliers teutoniques et qui se sont vus confier des terres en remerciement. La plupart de leurs domaines sont aujourd'hui à l'abandon. Mais certains retrouvent l'éclat du temps des Junkers, comme on surnomme alors ces jeunes seigneurs. Nous nous trouvons à Galini, dans cette magnifique propriété qui comprend un palais, un ensemble de parcs et une ferme. Cette région, c'est ce qu'on appelait autrefois la Prusse orientale. Le mot Junker désigne la noblesse, l'aristocratie caractéristique de la Prusse orientale. On les appelle ainsi tout simplement parce que Junger Herr signifie jeune seigneur. Et ceux qui sont venus ici étaient les benjamins de familles nobles, donc de nouveaux propriétaires, et non des héritiers. Cette nouvelle noblesse se hiérarchise à mesure qu'elle s'enrichit. À la fin du XVIIIe siècle, le royaume de Pologne, affaibli, attise la convoitise de ses puissants voisins. La région est annexée par le royaume de Prusse, qui interdit le polonais et impose la langue allemande. Cette germanisation à marche forcée offre de nouveaux débouchés aux Junkers. Bientôt, environ 80 familles se partagent l'essentiel des richesses de la région. L'économie de la région était bien gérée. Depuis le XVIIIe siècle, et encore plus au XIXe, c'était le grenier de l'Allemagne. La production agricole était tellement abondante qu'on pouvait exporter vers l'Allemagne. Cette région de l'ancienne Prusse orientale était très à l'écart. C'était un recoin d'Europe où personne ne se souciait vraiment de ce qui se passait ailleurs. Les grandes guerres en cours, les grands changements, les révolutions industrielles. On vivait ici durant les 4 saisons de l'année en cultivant la terre. Il existait un ordre des choses établi. Et le maître, celui qui possédait les biens, faisait en sorte que les personnes qui travaillaient pour lui vivent dans l'abondance. Cette région reculée devient stratégique à mesure que les tensions s'exacerbent entre les grandes puissances européennes. À la fin du XIXe siècle, le royaume de Prusse cède la place au Premier Reich allemand, qui a pour souci de consolider ses frontières orientales. Des garnisons s'implantent, comme à Giżycko, où le général von Boyen fait bâtir cette forteresse. La création de la garnison a eu un impact inattendu. De nouveaux résidents se sont installés depuis les régions les plus éloignées de Prusse occidentale. Ces gens venaient de Rhénanie, de Westphalie.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les habitants de la région sont enrôlés dans les troupes allemandes qui, sur ces terres, combattent les Russes, alliés des Français et des Anglais. Ils paient un très lourd tribut au conflit. La Mazurie est la seule partie du territoire allemand de l'époque sur laquelle se déroulent des combats. La seule. Les troupes russes ne pénètrent qu'en Mazurie. Elles sont ensuite expulsées en septembre 1914. Mais elles reviennent avec encore plus d'effectifs, un mois plus tard. Nous avons ici, d'octobre à février 1915, une ligne de front permanente. Les traces de cette guerre étaient visibles partout. Des milliers de bâtiments détruits, mais également des pertes humaines. Des villes rasées, des milliers de personnes déportées en Sibérie et des centaines de milliers d'autres qui fuient les troupes russes. La Première Guerre mondiale a profondément marqué la région, dont le sentiment d'appartenance à la nation allemande sort renforcé. La Seconde Guerre mondiale est un nouveau bain de sang et un nouveau traumatisme. La région se vide quasiment de ses habitants lors de l'arrivée des troupes de l'Armée rouge de Staline en 1945. Après la défaite allemande, l'heure est à la revanche de la Pologne, ce pays martyr. Dans la région, le peu d'habitants restés doivent apprendre le polonais de leurs ancêtres. La Pologne soviétique efface progressivement ce passé allemand. Il faut attendre le démantèlement du bloc communiste pour que les habitants se mettent à sonder l'histoire de leur territoire. Robert Kempa est né de parents allemands. Il lui a fallu un long chemin pour accepter et revendiquer son identité millefeuille. Pendant longtemps, je rebondissais d'un mur à l'autre. Je suis soit allemand, soit polonais. Et je devais me décider. Pour certains, la réponse était évidente. Tu es allemand, et tu n'as pas le droit de te proclamer polonais. D'autres se demandaient en quoi j'étais allemand. Tu n'es pas différent de nous, tu es notre pote, notre camarade. J'en suis arrivé à un moment de ma vie où je peux dire non seulement que je suis fier d'être mazurien, mais que j'essaie également d'être une sorte de guide pour les autres. Je veux rappeler qui a façonné cette région, qui l'a créée, car cet héritage est toujours présent ici. C'est ma place dans ce monde. C'est ici que je veux être. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un endroit où il est facile de vivre, mais pour moi, c'est le seul.